Jérôme Fourquet, soyez le bienvenu. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et vous êtes auteur de 2 ouvrages qui ont un peu marqué les esprits en 2019 et l'année dernière, L'archipel français et La France sous nos yeux. Alors, c'est drôle parce qu'on parlait autrefois de province, de région, et maintenant il y a de département même, et ça a une réalité par ailleurs. Il y a un mot qui s'est imposé dans le vocabulaire, et notamment le vocabulaire politique ces derniers temps, c'est le mot territoire. Comment a-t-il émergé et pourquoi maintenant c'est le mot que l'on emploie pour désigner voilà, nos régions? Alors vous savez, il y a souvent des effets de mode, et donc ça faisait longtemps qu'on parlait de province, donc certains ont trouvé que c'était un peu désuet. Ensuite, on a dit nous allons nous déplacer en région. Bon, et maintenant, Province, c'était même un peu péjoratif. voilà, Ouais. mais en région aussi. Et maintenant, notamment ici à Paris, on parle des territoires, dans les territoires. Donc il y a une dimension un peu techno à tout ça. Et moi, quand j'entends ça, je pense, vous savez, à l'expression américaine qui parle de Indian Territories, les territoires indiens, donc ça fait un peu la réserve d'Indiens. Et vu des grandes métropoles, le territoire, c'est ce que les gens voient défiler depuis leurs fenêtres de TGV quand ils vont d'un point A à un point B. Mais le territoire, c'est aussi beaucoup d'autres choses pour de très Lesquels? nombreux Français. Et là, on peut citer un grand auteur français, Michel Houellebecq. Le titre d'un de ses livres, c'est La carte et le territoire. Et le territoire, quelque part, on peut dire, c'est la version animée de la carte. C'est des paysages, c'est le fruit d'une histoire, c'est des monuments, c'est des traces qui nous sont léguées par l'histoire. C'est aussi des endroits où on entreprend, où on vit. Puis on a parlé de Houellebecq, on pourrait parler d'un autre grand écrivain français, Nicolas Mathieu, dans un de ses livres, Leurs enfants après eux, Prix Goncourt. prix Goncourt, la scène finale, c'est un jeune Lorrain qui se promène en moto le soir d'été dans sa vallée mosellane. Et il raconte les couleurs du ciel, les paysages, même il décrit le grain du bitume sous le pneu de sa moto. Et tout ça, c'est la phrase finale du livre, crée chez lui la délicieuse sensation d'appartenir. Et je pense que le territoire, c'est ça aussi. C'est quelque chose. Il y a un lien charnel entre un lieu et toute une population, quelque chose dont on se sent membre à part entière, on fait partie. Et donc on voyait que c'est beaucoup plus chaud comme terme que l'acception un peu techno de territoire pour remplacer la province. Ça vous paraît pas mal, vous, finalement? Moi, j'adore en tant que géographe. Ces évolutions, voilà, En tant que géographe, le territoire, ça me parle beaucoup et pour moi, c'est très positif, c'est un très joli mot. C'est bien parce qu'on a commencé avec le président de la République, avec Alain, on poursuit avec Jérôme Fourquet, avec Houellebecq et Mathieu. C'est une journée culturelle de haut vol, je vous le dis aujourd'hui. Comment s'organise aujourd'hui ce territoire français? Alors, il est multiple. On a parlé de la France des grandes métropoles. Donc, c'est les endroits les plus dynamiques. On est une économie qui est aujourd'hui très fortement tournée sur le tourisme. Et donc, on a aussi tous ces territoires touristiques, les littoraux, les zones de montagne. On a également un espace rural encore très important, plus ou moins dynamique, avec dans certains endroits encore eh bien des tissus économiques industriels qui fonctionnent très bien. Je pense notamment à la Vendée, à la Mayenne. Je pense qu'il y a des entrepreneurs nombreux dans cette salle. Et puis on a aussi des territoires où la situation est plus difficile, où on ne s'est pas encore complètement relevé de la désindustrialisation. Donc ces territoires, je pense qu'il faut le mettre au pluriel, sont très diverses, sont très pluriels. Et ce qu'il faut aussi essayer de penser, c'est les interactions entre les uns et les autres. La transition écologique va faire que les grandes métropoles vont avoir besoin de ces zones rurales un peu excentrées, parce que c'est là où souvent il y a des réserves foncières, c'est là où on va pouvoir produire les énergies de demain, peut-être, et ce serait très bien aussi davantage d'alimentation qui viendrait de chez nous. Le bâtiment fait partie de ces secteurs quand même largement non délocalisables, hein, contrairement à beaucoup d'autres. Quelle place, au pluriel, place économique, place sociale, place culturelle, environnementale, tient selon vous le bâtiment aujourd'hui dans le territoire? Comment il s'inscrit? Alors, sans flagornerie, c'est une place centrale. Quand on regarde un peu l'histoire récente de notre pays sur les dernières décennies, on a 2 de nos piliers de l'économie productive qui se sont considérablement affaiblis. L'industrie, entre 2008 et nos jours, on a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. L'agriculture, entre 88 et aujourd'hui, on est passé d'1 million d'exploitations agricoles à 380 000. Ouais. Et donc, quand on se promène en France, ce que je fais assez souvent, eh bien, on voit qu'il y a un secteur qui, lui, n'a pas décroché,
C'est celui du bâtiment et de la construction. Alors même que les évolutions autour, c'est quand même très violent ce que vous venez de décrire. Ça a été des chocs très forts. Et donc on voit encore on construit dans pas mal d'endroits, il y a des chantiers un peu partout. Et puis quand on a l'œil un peu exercé, on repère souvent ces camionnettes des artisans du bâtiment qui sillonnent toutes nos routes de France. Donc ils font partie aujourd'hui du maillage économique essentiel. Et on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas délocalisables. Et ils permettent aussi de créer de la richesse et d'avoir encore une activité productive en France. Donc c'est très important. Dans les témoignages que vous avez montrés tout à l'heure, on voit aussi le rôle d'ascension sociale. Il n'y a pas tant de secteurs que ça aujourd'hui qui permettent de dessiner des échelles que les gens vont pouvoir gravir échelon par échelon, notamment ceux qui ont un bagage scolaire le plus faible ou ceux qui ne sont pas nés ici. Et donc ça, pour toutes ces raisons, le bâtiment joue aujourd'hui un rôle essentiel en France. Et ça, on le voit de toute façon depuis tout à l'heure, depuis ce matin. Femmes, hommes, jeunes issus des quartiers sensibles, issus de l'immigration, issus d'autres professions avant et en reconversion ou qui veulent changer de trajectoire. Il n'est pas rare de voir en région des entrepreneurs du bâtiment, et on va en recevoir tout à l'heure sur ce plateau, qui cumulent alors localement des fonctions de patron, d'entrepreneurs, de responsables d'associations, voire d'élus. Ça me fait penser à une sorte de profil d'entrepreneur citoyen. Alors, est-ce que ça, c'est nouveau aussi? Et est-ce que, surtout, c'est spécifique au secteur du bâtiment? Alors, c'est pas spécifique au bâtiment, mais on l'a dit tout à l'heure, ils sont très nombreux. Donc, il n'est pas rare, du coup, qu'on en rencontre. Mais historiquement, on avait aussi ce type de profil avec des agriculteurs qui sont un peu des cousins des entrepreneurs du bâtiment. Et donc, tout ça, c'est pas complètement le fruit du hasard. Si vous montez votre entreprise, c'est que vous avez quelque chose en vous, vous avez une flamme, vous avez envie de porter un projet, vous avez aussi envie de fédérer. On a beaucoup entendu parler de gens qui étaient très fiers d'avoir des équipes autour d'eux. Et donc c'est assez normal que cet engagement professionnel, bien souvent, j'allais dire, il déteigne sur soit un engagement citoyen, je m'occupe du club de foot de ma commune, ou carrément que je devienne le maire ou le conseiller départemental de mon canton. Donc souvent, ces dirigeants ou ces petits entrepreneurs du bâtiment, un peu comme leurs cousins d'autres professions artisanales ou de l'agriculture, ils sont très impliqués. Donc c'est quelque part les forces vives de ce pays, sachant que avoir une multicasquette, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Et dans la crise démocratique qui est la nôtre, eh bien, je pense qu'il faut essayer d'accompagner et de chérir et de protéger toutes ces pépites qui sont un peu le sel de notre société, en aussi leur allégeant le fardeau, notamment sur tout ce qui est contraintes administratives ou réglementaires, parce que toute la journée, ils ont à faire face à des paperasses, qu'il s'agisse du panneau de basket s'ils sont maires de l'école communale, du garde-corps qui n'a pas été bien monté sur leur chantier, ou des papiers de la Kangoo qui ne sont pas en règle. Et donc tout ça, il faut aussi, pour tous ces gens qui entreprennent, eh bien, leur faciliter administrativement la vie pour qu'ils puissent déployer tout leur talent au service de la société française. Eh bien, ils nous le diront tout à l'heure. Merci Marie, merci Jérôme Fourquet. Alors, pour continuer cette conversation, j'accueille maintenant Carole Delga, présidente de la région Occitanie et présidente des régions de France. Bonjour, ravi de vous accueillir. Prenez place. Par ici. Bonjour. Carole Delga, en quoi ce maillon que constitue le bâtiment à l'échelon régional est réellement incontournable ou pas pour vous, selon vous? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, le bâtiment, c'est un des piliers de notre économie. Alors, il y a le vieil adage populaire, mais qui a une réalité, c'est quand le bâtiment va, tout va. Et c'est pourquoi mon premier acte politique en tant que présidente de la région Occitanie, il y a de ça donc 6 ans, ça a été un grand plan Marshall d'investissement pour soutenir le bâtiment, les travaux publics, parce qu'il y a de ça 6 ans, on avait les carnets de commandes quand même qui étaient assez vides. Et je continue à être la première région de France en termes d'investissement par habitant. Là, sur l'année 2022, c'est 1,3 milliard d'euros qui auront été investis par la région Occitanie pour le secteur du bâtiment, des travaux publics,
des transports aussi, mais ça bénéficie à des entreprises françaises comme par exemple Alstom. Et nous avons besoin d'être dans la commande publique tout d'abord à un niveau élevé parce que nous avons une dynamique démographique, en particulier en Occitanie, qui est forte, c'est 40 000 nouveaux habitants chaque année. Vous aviez des besoins de toute façon de construction. Exactement. Et puis là, sur ce deuxième mandat, ma grande cause régionale, c'est le bâtiment durable. Parce que nous devons en effet savoir construire avec une empreinte écologique moindre. Nous devons savoir aussi rénover. C'est absolument indispensable. Et là, c'est la démonstration qu'on peut tout à fait concilier économie et écologie. Alors, on le voit sur le plan économique, mais comme l'évoquait il y a un instant Jérôme Fourquet, en quoi il constitue aussi un lien social absolument indispensable? Alors, on l'a vu à travers les témoignages des chefs d'entreprise. Moi, je suis ravie, chacun connaît ici mes opinions politiques, quand j'entends un chef d'entreprise qui dit qu'à titre personnel et aussi en tant qu'acteur économique, il sait ce que l'immigration amène de positif. Ce sont des valeurs humanistes qui sont merveilleuses. Alors moi, je viens de ce milieu du BTP, j'ai dirigé des entreprises il y a ça quelques années, et je sais à quel point dans ces entreprises, il y a un vrai esprit de la main tendue, et à travers le bâtiment, bien sûr, on élève des constructions, mais on élève aussi l'âme et la dignité des salariés. Alors vous diriez qu'il y a un dialogue quotidien avec ces acteurs économiques quand on est, bien sûr. On est dans un poste de direction de région comme vous l'êtes? Oui, enfin, moi je viens de ce milieu du BTP, donc j'ai toujours vraiment plaisir à me retrouver sur les chantiers. Alors je dis à la jeune fille, il faut qu'elle aille sur les chantiers. Les bureaux d'études, on s'ennuie vite quand même. C'est sur le chantier que... Voilà. On apprend tout sur le terrain. Non, moi, voilà. Moi, c'est là où je me suis régalée. Mais comment il se passe ce dialogue quotidien? Il se passe, bon, après, moi, si vous préférez, tous ceux et toutes celles avec qui j'ai travaillé quand j'étais dans ce secteur, j'ai gardé des contacts, ce sont toujours mes premiers supporters. Et puis surtout, c'est eux qui vous donnent le cœur battant des territoires. Parce que les entreprises, comme je le disais, elles permettent de faire progresser des gens que la vie a abîmés ou qui sont sortis sans diplôme du système scolaire qui n'est pas adapté. Mais ça irrigue tous les territoires. C'est-à-dire que les entreprises du bâtiment, c'est aussi bien dans une commune de 500 habitants que dans ma capitale régionale qui est Toulouse. Et donc, quand vous discutez avec les chefs d'entreprise du bâtiment, mais vous sentez le cœur battant de la France. C'est absolument indispensable. Donc pour moi, c'est bien sûr un secteur économique, une filière économique. On a bâti ensemble vraiment un plan sur la question du recrutement qui est spécifique à l'Occitanie, mais surtout en tant que présidente de région de France, ça me permet vraiment de bien sentir les évolutions. Alors, on va dire en début d'année, on parlait beaucoup de difficultés de recrutement. On a créé donc des pactes pour l'embauche, de difficultés aussi sur les prix des matériaux. Aujourd'hui, c'est la question du coût de l'énergie. Et pas plus tard que ce matin, hier, je voyais le directeur général de BPI. Et ce matin, j'ai fait un texto à la Première ministre en lui disant, voilà, tu as mis en place des dispositifs, maintenant il faut les faire reconnaître. Il faut les faire reconnaître et là il faut qu'on soit en PAC. Et en fait ces groupes d'acteurs économiques que nous avions créés au moment du confinement, région par région, où on diffusait l'information, il faut faire la même chose. Parce que tous les dispositifs qui sont relatifs au surcoût de l'énergie, il faut les faire reconnaître. Et les régions, là aussi... Donc vous êtes un relais important, évidemment. Alors, avant que nous rejoignent nos autres invités, je vous propose d'aller faire un tour du côté d'une petite ville qui va plutôt très bien. Alors, ce n'est pas en Occitanie, mais il s'agit d'une sous-préfecture française ouverte il y a quelques mois à l'initiative du président de la République, une ville où les entrepreneurs du bâtiment s'organisent pour faire vivre leur territoire. Je vous propose de découvrir Château-Gontier en Mayenne, en Pays de Loire. Regardez. Château-Gontier, c'est comme dans le Nord. Quand vous ne le connaissez pas, vous n'y venez pas. Puis quand vous le connaissez, vous ne voulez plus en repartir parce que la qualité de vie est terrible. On est en paix, on est en nature, il n'y a pas de chômage, on a tout ce qu'on veut et on est près de tous les grands centres. Donc c'est juste super bien placé, mais il faut le savoir. François Boujard, je suis directeur général de l'entreprise Serru et donc je conduis cette entreprise de charpente métallique et de serrurerie et d'alu. Les salariés de chez Serru, c'est quand même des gens courageux, travailleurs, avec qui on peut construire dans la durée.
ce qui fait qu'on a un turnover assez faible. Et c'est assez valorisant de faire travailler son pays et les gens avec qui on a grandi. Ici, je fais de l'assemblage, je fais de la soudure aussi. J'ai le sentiment de travailler vraiment pour la région, au développement économique, et puis de savoir que c'est des bâtiments qui se construisent dans la durée, quoi. C'est super intéressant d'avoir un métier sur lequel on construit. Nous, on construit pour la population. Et il se trouve qu'à Château-Gontier, on a un maire qui est dynamique et qui se comporte comme un entrepreneur. Donc il accompagne de façon très active l'implantation et le développement des sociétés sur le territoire. Notre objectif pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que cet écosystème puisse travailler localement, trouver effectivement ce dont il a besoin dans notre territoire et puisse se regrouper, s'assembler pour pouvoir de temps en temps répondre en groupement ou avoir effectivement une dynamique de projet collectif. Ce dojo sera la construction la plus importante du département de la Mayenne en surface, une sorte de bâtiment étendard sur les nouveaux modes de construction. Donc on s'appuie sur l'expertise et la compétence d'entreprises locales qui montent en compétences, ce qui permet d'avoir des chantiers pilotes qui habilitent ces entreprises-là demain à répondre à d'autres appels d'offres. C'est une grande famille en fait l'entreprise et on a vraiment cet esprit famille qu'on retrouve dans l'ensemble de nos salariés. Ils ne travaillent pas dans une entreprise lambda comme on peut le retrouver sur des grandes villes. L'idée, c'est de pérenniser les emplois sur place et de garder les talents et aussi de faire venir des nouveaux talents. Parce que dans nos métiers, aujourd'hui, la réserve, je dirais, de compétences humaines, eh ben, elle est exploitée au maximum. Les gens ont tous un emploi. Ce sont des métiers qui ne sont pas expliqués dans les écoles. Donc ce qu'on s'est dit localement, avec tous les gens qui travaillent le métal, c'est qu'on allait reprendre à notre compte la vulgarisation de nos métiers. On a ouvert une école de production. Ça s'adresse à des élèves d'une quinzaine d'années qui sortent de la troisième, qui ne savent pas où s'orienter et à qui on dit nous on a des métiers qu'on peut vous proposer, vous apprendre et on vous assure une formation pratique consistante, des débouchés assurés et des débouchés sur tout le territoire. Voilà, ça marche. Là vous faites votre vérif comme ça, regardez. Là vous êtes à 68, vous laissez comme ça. Je suis arrivé dans cette école suite d'un stage. J'aime pas être resté assis sur une chaise, j'aime bien bouger. Comme j'ai dit, j'avais fait un stage ici et ça m'avait plu, tout ce qui est dans la soudure. Donc ouais, j'aimerais bien que ce soit mon métier plus tard. Je suis arrivé ici parce que j'ai arrêté les études, je voulais arrêter les études de base. Je veux justement rester sur Château-Gontier et puis pourquoi pas rentrer dans une entreprise partenaire avec Metallic Valley. On sait, il y a des jeunes ici qui, pour X raisons, ne pourront pas partir du territoire et nous, on leur offre une formation qui est gratuite, qui offre ensuite des débouchés professionnels. Eh ben, il faut qu'on puisse se former, qu'on puisse devenir aussi un citoyen parmi les autres et quelqu'un qui va s'investir dans la vie locale par son travail, par son engagement associatif, etc., etc. Carole Delga, avant de présenter nos invités, des Château-Gontier, est-ce qu'il peut y en avoir d'autres en France? Ça dépend de quoi? Il y en a d'autres parce que les présidents de région mettent en place vraiment ces dispositifs dans des petites villes moyennes, de créer des centres de formation pour pouvoir coller aux besoins des entreprises, mais pour pouvoir aussi donner à ces jeunes des savoirs de base, des savoir-être qui leur permettront de rebondir. Olivier Robert nous a rejoint. Bonjour, vous êtes dirigeant d'une entreprise. Ah oui, d'accord, il n'est pas venu seul. Voilà. Entreprise générale d'électricité et maire de Le Sex. Oui, alors, il y aura forcément un moment où il y aura, malgré nous, en fait, des phrases un peu douteuses. Donc voilà, on l'a dit, c'est fait, vous êtes maire de Le Sex, dans les Hautes-Alpes. Vous êtes venu avec votre fan club. Vous faites partie, on en parlait avec Jérôme Fourquet à l'instant, de ces profils d'entrepreneurs qui sont aussi élus. Mathias Laurent, bonjour. Vous êtes dirigeant d'entreprise, d'une entreprise d'isolation dans les Pyrénées-Atlantiques. Et entre vous deux, Nathalie Laporte, qui dirige une entreprise de peinture et qui est présidente de la Chambre des métiers de la Gironde. Et là, je crois que le sexe est battu. À l'applaudimètre, voilà. Ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Jérôme Fourquet, est-ce que Château-Gontier, c'est la France triple A, selon vos propres termes, la France qui fait envie? Alors,
touristiquement, pas forcément, mais en tout cas, alors attention, hein, moi je suis du Mans, donc j'ai le droit, voilà. Donc, oui, mais faut faire j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le dire. Mais non, mais ça fait partie de tous ces territoires, on est quasiment en plein emploi. Et si on est au plein emploi, c'est grâce à ce tissu d'entrepreneurs du bâtiment ou d'autres secteurs qui ont maintenu une activité très dynamique et qui ont su s'organiser en réseau. On l'a vu là, des écoles gratuites, des gens qui sont pris en main. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui entreprennent dans tous les compartiments de leur vie. Pardon, mais c'est quoi la France triple A ? Alors la France triple A, c'est la France qui fait rêver, c'est la France instagrammable, donc c'est essentiellement aujourd'hui la France touristique. Pour un petit indice, il y a la main invisible du marché, c'est le prix du mètre carré qui va vous dire si vous êtes en triple A ou pas. Voilà. Ok. Nathalie Laporte, vous dirigez une entreprise de peinture à Bazas en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes présidente également de la Chambre des métiers de Gironde. Vous accompagnez donc les entreprises artisanales du territoire et vous êtes en lien tous les jours avec les élus locaux. En quoi est-ce que le lien entre les entreprises et les élus locaux est un facteur indispensable pour que le territoire soit dynamique ? On en parlait à l'instant avec Carole Delga. C'est extrêmement important parce que l'entreprise artisanale, c'est le poumon des territoires, on le sait bien. Hein, et sans poumon, c'est un petit peu compliqué de respirer. Donc c'est évident. On a besoin parce que eux aussi, ils ont une expertise de leur territoire. Donc on maille davantage le tissu artisanal ensemble. Concrètement, vous faites quoi ? Concrètement, notamment, on travaille sur l'immobilier d'entreprise. En ce moment, on a une grosse thématique, c'est la transmission reprise d'entreprise. Et c'est une convention que l'on fait énormément pour ne pas avoir de perte de savoir-faire sur le territoire, de perte d'emploi. Et donc, c'est le rôle des élus locaux est donc là considérable pour vous. Bien sûr, parce qu'on leur apporte cette expertise fine du tissu économique et des entreprises à reprendre. Et donc, comme ça, on garde, comme je vous le dis, le savoir-faire et l'emploi. Cette remontée de terrain, Carole Delga, c'est important pour vous, j'imagine, en tant qu'élu local, l'histoire d'avoir toujours le pouls et de ne pas être hors sol. Tout à fait, mais c'est de pouvoir adapter nos politiques, nos actions, pour nous, les régions, à la réalité de terrain, parce que les régions sont le bon échelon, parce que cela permet d'avoir une réactivité, mais en même temps d'avoir la capacité d'être sur une massification. Parce que quand on doit enclencher des transformations profondes, par exemple sur la question de la formation, de l'orientation, on pourra y revenir, il y a beaucoup de choses à dire, ou sur la question, par exemple, du bâtiment durable, eh bien, il faut avoir la puissance d'une grande région, comme la Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements, et puis il faut aussi avoir vraiment une relation très rapide au terrain, ce que l'État français n'a pas, bien sûr, forcément. Alors, Nathalie Laporte, question un peu personnelle. Vous avez également une entreprise. Comment vous arrivez à gérer de front ces deux gros sujets, votre entreprise et ce rôle politique au sens noble du terme ? Écoutez, j'ai une TPE et avant de prendre ce mandat, j'en ai d'abord parlé à mes collaborateurs pour savoir s'ils se sentaient capables d'assumer en tout cas tout le volet technique. Ça se passe bien, voilà, et donc on avance. Écoutez, moi je suis la femme de terrain, je ne fais pas de virtuel, donc je suis plus ancrée sur les problématiques de mes collègues et je pense que c'est ça ma valeur ajoutée. C'est votre engagement. Voilà, exactement, d'être présente, d'avoir les mêmes problématiques et du coup, naturellement, de pouvoir les accompagner sur les volets qui me semblent les plus importants, les plus conséquents. Olivier Regor, à Château-Gontier, on a vu des entreprises, un maire dynamique. Alors vous cumulez, puisque vous êtes chef d'entreprise et vous êtes maire de votre village. Pourquoi vous avez décidé de vous présenter au municipal ? Alors j'ai toujours participé à la vie associative depuis tout petit dans mon village, aussi bien culturelle que sportive. Et on est venu me chercher. Et effectivement, pas longtemps, hein, on m'a cherché. Hein. Et donc effectivement, on m'a trouvé. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis présenté. Et je pense pouvoir apporter quelque chose à mon village, à mon pays. Mais quelle chose justement ? Parce que il y a la campagne. Ouais. Je trouve que vous avez été élu, donc j'imagine qu'il y a des priorités, des objectifs, des ambitions. Lesquelles ? Alors, on a fait 2 projets essentiellement dès le démarrage. Le premier, c'est un projet sur
le règlement intérieur au niveau de la collectivité, c'est-à-dire une participation, impliquer les gens directement dans la vie collective, dans la vie de village. Donc ça passe par un règlement intérieur qui définit que 30% de la population, si elle décide de mettre sur la table un sujet, le conseil s'engage à l'étudier. Combien d'habitants dans votre village? 130 habitants. Et ça part de là, la vraie démocratie. Voilà. Et effectivement, on s'impose ceci aussi au niveau du conseil municipal, pareil, sur des sujets... Allez-y. Non, mais donc vous êtes nécessairement très proche de vos administrés. Ouais, ouais. En quoi votre casquette de chef d'entreprise est un atout en fait pour diriger une commune et inversement? Je pense que les gens comme nous qui venons de la société civile, je pense qu'on a une autre vision, une autre manière de travailler, une autre, enfin voilà, dans nos prises de décision, elles sont immédiates, ce qui est pas tout à fait la même chose dans la collectivité. Et effectivement, c'est compliqué de travailler avec cette lenteur par rapport à nous, comme on fait dans notre quotidien. Pour passer une commande, tout simplement, nous, en 15 secondes, on prend le truc, on passe la commande, c'est réglé. Dans une collectivité, c'est peut-être 1 mois ou 2, quoi. Voilà. Alors, vous avez un parcours dans... C'est pas faux. Dans le réseau associatif, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes maire et vous êtes aussi à l'origine d'un festival dans votre village qui vous tient particulièrement à cœur. C'est une petite parenthèse. Vous avez même un message à faire passer pour que ce festival soit totalement féerique. J'en aurais pas dit autant. Effectivement, j'ai un message à faire passer, mais j'ai un message à faire passer à vous. C'est que effectivement, donc c'est un festival qu'on a créé il y a une vingtaine d'années. Pardon, faut que je vous dise. Faut que je dise. Dans l'oreillette, vous savez ce qu'on dit? Le festival du sexe. Non, voilà. C'est le festival du sexe. Voilà. Bah oui. Voilà. Je n'osais pas. Je n'osais pas. Non. Donc, mais je ne cite pas ma source pour ne pas embarrasser. Et puisque vous allez dans ce sens-là, on met des affiches avec écrit le sexe en fait. Mais c'est pour de vrai. Vraiment pour de vrai. Bref. Là, c'est le festival, là, vraiment. On va arrêter là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un festival qu'on a créé il y a une quinzaine d'années, où on avait la volonté de faire venir des gens connus dans notre petit village, dans cet écrin de verdure qui est les Hautes-Alpes. Et effectivement, en travaillant sur les circuits courts, les circuits directs, dans tout ce qu'on proposait, au niveau de la restauration, au niveau des gens qu'on faisait aussi, qui intervenaient sur les premières parties. Voilà. Ce festival, on a fait venir des gens comme Michelin. Alors, votre rêve? Mon rêve, c'est que vous m'aidiez à faire venir Patti Smith au sexe. Voilà. Bon, bah voilà. Écoutez, à bon entendeur. À bon entendeur, voilà. Oui. Elle avait failli venir il y a 7 ans. Ça a été annulé suite au décès de sa maman, mais voilà. Bref. Bon, donc... elle va venir. Elle va venir, c'est certain. Alors, évidemment, il y a différentes façons de s'engager pour l'intérêt général. Vous, Mathias Laurent, vous êtes entrepreneur au Pays Basque, en plâtrerie et en isolation. Et à travers votre activité, vous êtes engagé auprès des enfants handicapés dans le cadre de vos études à l'école des jeunes dirigeants du bâtiment, l'ESJDB. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors bonjour, dans le cadre de l'ESJDB, il y a un module qui s'appelle Management de projets collectifs, au travers duquel on doit, sur une durée d'1 an, trouver un projet, l'amener à bien et faire l'inauguration de ce projet. On a donc sélectionné 4 projets qui ont tous un caractère sociétal et social. Et en fait, on a retenu un projet qui nous tenait vraiment à cœur, qui était de créer une cabane sensorielle pour les enfants handicapés, dans un centre d'enfants handicapés, pour éveiller leur sens et leur faire une bulle de bien-être. Donc après plusieurs concertations avec le personnel éducatif, les psychomotriciens, la direction, on a défini avec eux un cahier des charges et on a imaginé au travers nos différentes activités et nos différents métiers comment est-ce qu'on pouvait adapter et éveiller les différents sens de ces enfants qui sont âgés de 0 à 14 ans. Il faut savoir que ce centre accueille 100 enfants. Il y en a grosso modo les 3/4 qui sont handicapés avec des troubles associés et un quart polyhandicapés. Et en fait, donc au travers de nos métiers, on s'est dit comment est-ce qu'on peut éveiller leur sens au travers de matières pour le toucher, le goût, l'odorat,
Louis l'a vu. Et on a imaginé ce cheminement donc avec des pentes différentes, des végétaux qui pouvaient toucher, des framboisiers où ils pouvaient goûter les framboises. Parce que ces enfants en fait, qui sont enfermés dans leur corps font parfois des crises et ont besoin d'être canalisés, calmés. Et ça n'existait pas. En fait, cette cabane qu'on a créée n'existait pas en France. Et on avait vraiment voilà, cette nécessité d'éveiller leurs sens et de les apaiser. Et comment vous êtes venue cette idée? Cette idée elle nous est venue de la part de concertation en fait, avec le personnel éducatif et les psychomotriciens. Dans le partage, en fait, dans le partage, que vous en êtes arrivé à concevoir et à avoir cette idée-là. Tout à fait. Et en fait, on avait vraiment à cœur de répondre à l'aide de nos métiers et nos compétences et notre technicité aux demandes qu'ils pouvaient avoir. Et ça apporte quoi un tel projet sur le plan personnel, sur le plan individuel? Pour moi, c'est fantastique. Parce que vous savez, quand vous êtes face à un personnel éducatif et soignant qui ouvre un catalogue avec, par exemple, des accessoires type Snozellen dans lesquels ils doivent investir, nous, on a su leur proposer quasiment la même chose avec des matériaux que vous trouvez tous les jours. De la pierre, du liège, des dalles lumineuses en plafond, comme je vous disais, des plantes. Voilà. Et grâce à l'entraide de l'ensemble des entreprises sur ce projet-là, on a décroché plein de sourires. Que ce soit des enfants, de leurs parents. Le jour de l'inauguration, quand on s'est retrouvé avec les 300 personnes autour de la table, qui ont tous parcouru le cheminement et traversé cette cabane, tout le monde, on a vu un émerveillement, pardon, et ça nous a touchés, et vraiment c'est ce qui nous a soudés pour arriver à terme à ce projet-là. Et qu'est-ce qui pousse votre engagement? Qu'est-ce qui est le moteur de votre engagement? Le moteur de notre engagement, c'est tout d'abord montrer qu'au travers de nos métiers, on est capable de réaliser des choses incroyables. J'entendais tout à l'heure Adèle qui disait tout est possible, et c'est vrai en fait. On a cette capacité à montrer que tout est possible au travers de nos métiers. Alors comment a été financé ce projet? Alors ce projet, un peu fou au départ, il faut le dire, parce que c'était conséquent hein, sur un an d'arriver à tout mettre en place, a été présenté en premier lieu à notre conseil d'administration de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques et à Sébastien, son président, et on a eu une adhésion totale de leur part. Et au travers en fait, de ce conseil d'administration et de Sébastien, on a eu un appui de la fédération, de la fondation, pardon, la FFB. Qui a abondé en fait pour vraiment nous faire un joli chèque, et avec les 77 donateurs qui ont suivi, qui nous ont permis de réunir 91 000 euros. J'aimerais qu'on applaudisse ce projet qui est remarquable. Et dont vous parlez avec passion, donc ça fait plaisir. On a vu des territoires qui vont bien, des territoires dynamiques. Évidemment aussi, il y a des territoires qui sont en souffrance. Et c'est à eux que s'adresse le programme Action Cœur de Ville, dont vous avez forcément entendu parler, qui est un programme qui, depuis 2017, vise à revitaliser les centres-villes des villes de taille moyenne. On va regarder 2 exemples de son efficacité, on en parle après. Imaginer, réinventer, construire de manière pérenne et durable n'est jamais le simple fruit d'une volonté politique. Chaque jour, des professionnels du bâtiment œuvrent pour améliorer le cadre de vie des centres-villes. Focus sur le département des Deux-Sèvres, où 2 villes connaissent un véritable essor grâce aux chantiers passés et à venir. Capitale française des mutuelles d'assurance, Niort est une ville économiquement dynamique. Pourtant, il y a 15 ans, elle semblait s'endormir. Niort était comme beaucoup de villes moyennes, une ville à la fois active, mais qui avait un peu délaissé son urbanisme, qui avait été confronté à des enjeux de périphérie qui se développent et un centre-ville qui était beaucoup plus en difficulté. Il fallait réagir. Il y a 10 ans, Lionel Levrard, artisan spécialisé dans la taille de pierre et la maçonnerie de décoration, a participé à la transformation de la place de la Brèche. Je suis arrivé il y a plus de 20 ans à Niort, et quand je suis arrivé sur cette place, je me suis dit
qu'est-ce que c'est que cette place qui était vraiment pas très belle. Ça a duré 5 ans, le chantier, en 5 tranches. Et nous, on a fait tout ce qui était dallage en pierre. Parce qu'il y a énormément de minéral. Hein. On a posé plus de 500 tonnes de pierre sur la place de la Brèche. Depuis sa rénovation, cette place qui abrite en sous-sol un parking et un cinéma est devenue un jardin apprécié des Niortais. Ça fait une ville agréable à vivre. Genre la place de la Brèche où on peut se poser l'été. Enfin, tous ces endroits un petit peu avec de la verdure, ça fait du bien. Il y a vraiment ce petit côté nature. Plus récemment, à l'autre bout de la ville, l'ancienne friche industrielle de Port-Boineau a elle aussi été totalement réhabilitée. On a du mal à la réaliser quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'était une friche industrielle. Donc les gens n'allaient plus ici. C'est une ancienne ganterie, donc après ça a été détruit. En fait, c'était plutôt la verrue de la ville, en fait. Hein. C'était laissé à l'abandon, donc ils ont tout réhabilité. Le jour où on a fini le chantier, qu'on a ouvert au public, le lendemain, il y avait déjà du monde, comme si ça avait toujours existé. Et c'est là qu'on voit que c'est une réussite. On est fiers aussi parce que notre ville s'embellit. Elle donne beaucoup plus, elle a plus d'attrait aujourd'hui, alors qu'avant, elle était un peu ignorée, cette ville qui était coincée entre Poitiers et La Rochelle, où on passait mais on ne s'arrêtait pas. En se déplaçant plus au nord du département, la sous-préfecture des Deux-Sèvres, Bressuire, est une ville de 20 000 habitants. Elle aussi avait besoin d'un nouvel élan et a pu bénéficier du programme Action Cœur de Ville. Bressuire avait quand même la chance de garder un centre-ville relativement dynamique. Nous étions mieux que certaines autres villes où on sentait que les magasins fermaient, etc. Nous n'en étions pas là, mais nous étions, il est vrai, un petit peu en attente de quelque chose. Après la rénovation du quartier de la Gare, c'est le cœur de ville qui est visé avec la construction d'une ludothèque de 700 m² située dans le passage de la Poste, anciennement désaffecté. C'était un lieu qui était de commerce avant et qui avait du mal à vivre parce que c'était un passage entre un commerce haut et un commerce bas. J'ai remporté le lot chauffage et le lot plomberie. Moi, je m'en fais une joie parce que c'est bien et on travaille pour la ville. À Bressuire, nous avons beaucoup d'écoliers, d'étudiants. Il faut pouvoir garder ces jeunes, leur donner l'envie de rester aussi sur Bressuire. On amène quand même un nouveau service à nos habitants et en même temps, on l'espère, de la consommation pour nos commerçants du cœur de ville. Alors, je pense que ça va être un lieu de partage, avant tout. Un lieu de rencontre, de jeu, et pour les petits et les grands. Il y a bien des espaces jeux plein air, mais des espaces jeux fermés, chauffés, avec du confort. À Bressuire, nous n'en avions rien du tout. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne démarche pour toute la jeunesse. La ludothèque devrait ouvrir en septembre 2023. En attendant, Bressuire comme Niort continuent leur transformation grâce aux bâtisseurs de la région. Carole Delga, vous pensez que cette action cœur de ville, c'est suffisant pour aider les entreprises locales à redynamiser les cœurs de ville de taille moyenne ? Je partage le fait que quand on est politique, on doit être très volontaire, on doit investir massivement et surtout on doit savoir rassembler. Là, l'illustration, c'est l'alliance du volontarisme public et également la mobilisation du privé, en l'occurrence du secteur du bâtiment. Ça démontre qu'en fait, on crée une dynamique qui est très très forte en termes de lien social, en termes de retombées économiques. Et c'est pour ça qu'avec Olivier Salleron, nous allons signer, les présidents de région, une convention qui va porter sur un haut niveau d'investissement, sur la question de l'orientation, faire reconnaître la réalité des métiers du bâtiment et de travailler aussi sur la nécessaire transition écologique et énergétique parce que nous partageons ensemble, moi, l'alliance du public et du privé. J'y crois beaucoup et je pense qu'on démultiplie comme ça nos forces et on donne vraiment un message de confiance, un message positif à nos concitoyens et à nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup à tous les 5. Alors, pas mal d'informations, Guy, à vous donner. Oui, nous avions prévu une séquence en direct de Kiev, en duplex, avec le ministre des Infrastructures de l'Ukraine. Il se trouve que l'actualité l'oblige à se trouver avec le président Zelensky au moment même où je vous parle. Si toutefois vous souhaitez embaucher des réfugiés ukrainiens, une association existe, elle s'appelle Next Gen
Ukraine et elle vous permettra justement de pouvoir avoir tout un réseau pour embaucher des réfugiés ukrainiens. Nous allons vous retrouver tout à l'heure après le déjeuner pour la deuxième partie de ces 24 heures du bâtiment avec notamment beaucoup de choses et notamment un grand débat avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. À tout à l'heure.